pouvons maintenant passer à notre sujet et essayer de répondre à cette question. Quelle forme d'engagement citoyen pour la construction d'un monde plus équitable? Et ce type dynamique, nous allons essayer de mieux le comprendre. Ce thème d'engagement, citoyenneté, monde équitable. Vous avez la parole, Monsieur Abdourahmane Ba. Merci, Monsieur Amadou Ngam, Monsieur le Proviseur, honorable invité. Je pense que je suis bien entouré aujourd'hui. À ma droite, j'ai un professeur de philosophie, M. Amadou Ndiaye, et un professeur de lettres, M. Ngam. Donc, si je fais des glissades de sémantique, ils pourront me rattraper. Et à ma gauche, j'ai M. Abou Ali Khan, qui est un des citoyens les plus engagés que je connaisse. Donc, si je fais des glissements dans ma mauvaise compréhension de ce qu'est un engagement citoyen, il pourrait bien me retenir. Donc, je suis bien entouré. Et c'est très difficile de s'adresser à ce parterre d'intellectuels, de professeurs, d'éminents professeurs, d'enseignants, d'hommes de terrain qui nous ont montré à travers des films depuis plus de dizaines d'années ce qu'ils sont en train de faire dans la réalité quotidienne de nos populations africaines. L'Afrique est un continent difficile. Mais que serions-nous devenus aujourd'hui s'il n'y avait pas cette école, cette merveilleuse école française qui nous a accueillis, qui nous a enseigné le cartésianisme, qui nous a montré qu'est-ce que c'est que la science, la philosophie, et moi, les statistiques et l'économie, et aussi qui a financé, cette France qui a financé beaucoup de projets de développement en Afrique, dans lesquels nous avons eu l'occasion d'expérimenter et d'appliquer les outils qu'on a reçus à l'école. Et en 2009, je me rendais au Mali comme assistant technique pour l'Office du Niger, et c'était financé par la coopération française en partie, pour essayer d'aider l'Office du Niger, qui est un des plus grands projets d'irrigation de l'Afrique de l'Ouest, avec un potentiel de 2 millions d'hectares, à sortir des lanières et développer la production de riz et de canne à sucre pour l'Afrique de l'Ouest. Merci la France. Que serions-nous devenus à Dantchadi s'il n'y avait pas Val-de-Ré? Val-de-Ré a beaucoup apporté à Dantchadi. Monsieur le Président Abou Ali Khan a tout à l'heure essayé d'égrener le chapelet, et je vous assure que ce n'était pas exhaustif. Parce qu'en plus des réalisations physiques d'infrastructures, l'eau, l'éducation, la santé, etc., il y a aussi cette chaleur humaine, cette capacité d'accueillir et de vivre avec les hommes d'horizons divers que nous avons aussi appris à travers nos immigrés ici à Val-de-Ré, ce qu'ils nous racontent, à travers les jeunes qui sont éduqués ici, parmi lesquels mon cher ami Amadou Ngam, Abou Ngam, qui nous ont montré qu'ils ont grandi dans un milieu où il y avait des valeurs. Et donc, merci Val-de-Ré. Et ce serait très difficile de parler de l'engagement citoyen devant un parterre, et parmi lequel, peut-être je suis le dernier de la classe en matière d'engagement citoyen, parce que je parle devant M. le Président Abdoulaye Ndiaye, qui est quand même un des plus grands engagés du côté des gens qui ont fréquenté l'école à Dantchadi, et qui est là, docteur, comme l'a dit M. Ngam, et devant Abbas Diallo, qui nous a montré le chemin, qui a contribué au financement de nos études, et aussi devant M. Ngam, qui est le précurseur, le pionnier et le père fondateur de cet engagement citoyen qui est aujourd'hui devenu l'ARDF. L'engagement citoyen, quand ils m'ont appelé,
Ils m'ont envoyé un email d'abord, ensuite ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, Monsieur Ba, nous aimerions que vous veniez à Val-de-Reuil nous parler d'engagement citoyen le 22 novembre 2014. J'ai dit que peut-être c'était un piège. Est-ce que j'avais le profil pour parler de cela? Je me dis peut-être qu'ils voulaient montrer l'anti-héros, le mauvais exemple, pour faire ressortir l'essence de ce qu'est l'engagement citoyen. Et je me suis finalement dit peut-être qu'ils veulent profiter de l'expérience que j'ai eue dans la région Afrique pour venir échanger avec eux des aspects concrets que j'ai pu découvrir sur le terrain, ça et là. Mais de toute évidence, ce n'est pas par rapport à ma connaissance académique ou philosophique qu'ils m'ont invité ici à vous entretenir de ce sujet assez complexe. Mais de ce que j'ai pu apprendre à travers la revue littéraire et à travers les échanges que j'ai eus avec les experts de ce domaine, c'est que l'engagement citoyen est à la fois un statut politique et juridique. M. Bal et M. Ndiaye pourront bientôt nous en donner plus d'éclairage à ce niveau. Et ce statut est associé à la possession de droits et devoirs dans un espace ou dans une entité. Et je pense que je suis clair quand je dis que aussi l'engagement citoyen peut être un processus dynamique, c'est-à-dire faisant référence à la participation aux actions de développement, la responsabilité, la prise de décision dans la communauté dans laquelle nous appartenons. Ces deux dimensions de l'engagement citoyen ne sont pas exclusives, mais complémentaires et souvent se retrouvent. Et je sais que, comme la plupart des concepts de développement que nous rencontrons aujourd'hui, un des concepts qui est le plus à la mode, c'est la résilience. Et tantôt, on nous a parlé du changement climatique. Et tantôt, on nous parle de la sécurité alimentaire. Je pense que l'engagement citoyen fait partie de ce groupe que les hommes du développement et souvent les politiques aiment souvent utiliser et agiter pour essayer de faire avancer le monde. Ainsi, l'engagement citoyen peut être considéré comme un concept multidimensionnel. Un concept multidimensionnel, à mon avis, ce que j'ai pu retenir, c'est qu'il y a deux axes essentiels. Il y a un axe vertical de l'engagement citoyen et un axe horizontal. Je ne vais pas trop avancer sur qu'est-ce que c'est que l'engagement, qu'est-ce que c'est que le citoyen, qu'est-ce que c'est qu'un monde équitable. Je pense qu'il y a d'autres professeurs ici qui participent au débat, qui pourront nous amener des éclairages à ce niveau. Je vais être un peu plus concret. Vu de sa perspective verticale, on peut dire que l'engagement d'un citoyen s'adresse aux pouvoirs publics, qui sont en haut, qui sont considérés centraux ou locaux, ainsi qu'aux organismes gouvernementaux, aux organisations internationales. Et cette forme ascendante de l'engagement citoyen peut être résumée sous un vocable de porte-voix, ce que les anglophones appellent claim making, c'est-à-dire nous faire entendre nos droits, faire respecter nos devoirs par les hommes d'en haut, qui sont ceux qui prennent les décisions, qui gèrent nos ressources et organisent notre avenir. Donc voilà une dimension verticale, à mon avis, qui est extrêmement importante, que nous pouvons examiner durant cette conférence. Cette acception de l'engagement citoyen, qui est une ascendance, renvoie à la capacité donc de revendiquer les droits des citoyens et de tenir essentiellement nos dirigeants, nos gouvernants, comptables devant les communautés et les organisations de base. Dans sa perspective horizontale, une autre perspective qui m'intéresse très fort, cet engagement citoyen se ferait vis-à-vis et entre les citoyens, partageant les mêmes convictions, souvent même religieuses, et les mêmes communautés pour faire avancer leur développement ou autres idéaux
qu'ils partagent ensemble. C'est l'engagement comme une aspiration à un devenir, un changement. C'est l'engagement que nous a enseigné ici le film qu'on a vu tout à l'heure, qui décrivait comment l'ARDF, à partir d'une idée d'immigré, est devenu un important outil de développement et a transformé le quotidien des populations de Dandiadi. Mais la littérature française, où il y a beaucoup de sociologues qui ont réfléchi sur la thématique, nous apprend que l'engagement citoyen est sous-tendu essentiellement par 3 facteurs. Le premier facteur est un sentiment de responsabilité morale. Un sentiment de responsabilité quand on vit dans la société. Notre responsabilité d'abord à participer aux actions solidaires, à notre responsabilité à partager nos biens et notre responsabilité à être solidaire. Et le deuxième axe qui sous-tend l'engagement citoyen, c'est que c'est une occasion d'agir, qui est offerte par un groupe organisé, qu'on peut appeler une association, ou bien un clan même, ou bien une communauté. Et aussi, l'engagement citoyen peut être sous-tendu par un sentiment de compétence, ou bien de capacité, par exemple quand on a plus de ressources, on a plus d'idées, un sentiment de compétence et de capacité d'agir qui nous pousse à faire pour notre communauté. Donc voilà 3 axes que les sociologues français ont essayé d'utiliser pour résumer un peu que serait l'engagement citoyen. Et parmi ces sociologues, j'ai retenu ce que j'ai vu dans la revue littéraire, c'est essentiellement Anne-Marie Dieu. Anne-Marie Dieu, qui est une sociologue française très connue dans cette thématique, qui distingue 5 types d'organisations associatives qui peuvent être des cadres d'engagement citoyen. La première, c'est les associations militantes. Les associations militantes, je les connais parce que j'ai été un étudiant militant face à un gouvernement à l'époque qu'on considérait qu'il ne faisait pas assez d'efforts pour l'éducation, qui ne faisait pas assez d'efforts pour l'enseignement supérieur. Et les associations militantes ont comme but essentiel de regrouper le plus grand nombre de personnes possibles pour la défense d'une cause donnée. À l'époque, nous étudiants à l'université, notre cause c'était plus de respect, plus d'organisation, plus d'amélioration du contenu pédagogique de l'enseignement à l'université, plus de bourses, plus d'aide et aussi plus de débouchés quand on sort de l'université. Et il y a les associations de jeunes et les mouvements d'éducation permanente. Et ça c'est extrêmement important parce que je sais aujourd'hui que si on se rend à Dandiadi, le peu de végétation que vous trouvez là-bas, entre Dandiadi et Tchankon, ou bien au sud-est de Dandiadi, ce qu'on appelle Widrou-Djouma, où on a une végétation, une vallée assez belle, c'est de l'œuvre de l'association des jeunes de Dandiadi qu'on appelait Jeunesse à l'époque, qui était constituée de soldats de la nature, qui gardaient de la nature, en l'absence des services publics qui devaient jouer ce rôle avec les eaux et forêts. Donc on avait ce qu'on appelle la jeunesse. Et il y a beaucoup parmi la salle ici, M. Ba, etc., que je vois ici à l'époque, quand je me rendais au village, durant les grandes vacances, je les voyais toujours se réunir, on me disait que c'est la réunion de jeunesse aujourd'hui. Et c'est cette association de jeunes aussi qui empêchait les gaspillages lors des cérémonies. Vous savez, en Afrique, nous, on dit que l'Afrique est un continent pauvre, mais ce qu'on a vu, c'est que aussi, c'est là où on gaspille le plus. Dans les cérémonies, les mariages, les baptêmes, les hirdés, ce qu'on appelle les hirdés, les gens préparaient beaucoup de riz qu'ils ne pourront pas manger. Et ces associations de jeunes étaient là aussi pour garantir qu'il y avait le respect, qu'il y avait une utilisation rationnelle des ressources. Et donc c'est le deuxième type d'association. Cadre d'engagement citoyen est extrêmement
important et joue un grand rôle en Afrique. Il y a les associations dont l'objectif est de développer des relations entre personnes vivant des réalités de vie différentes, d'apporter une écoute, un soutien. Et ça, c'est des associations de solidarité, de partage, de connaissances, de vision, et donc ils n'ont pas besoin de frontières. Une association au Sénégal, travaillant dans le cadre de faire respecter les droits des femmes, parce que les droits des femmes, c'est extrêmement important, pour travailler avec des associations en Europe qui peut-être en ont plus d'expérience pour échanger et faire avancer les choses. Et il y a des associations qui sont créées sur la base d'un lien particulier qui unit les personnes. Par exemple, l'association, je m'en excuse, des femmes victimes d'excision, ça existe. Des gens qui ont vécu les mêmes expériences et qui ne veulent pas que les générations futures vivent le même calvaire, qui se réunissent pour échanger et faire face. Il y a aussi des associations créées sur base d'un lien particulier, des associations d'aide, de soins et de prise en charge. Il y a ce qu'on appelle les associations caritatives ou bien des associations de développement qui existent. Voilà une simple classification qui n'est pas une classification assez scientifique, mais qui peut nous permettre, du point de vue d'une approche sociologique, d'avoir un groupe. Quand on parle maintenant d'engagement citoyen et développement équitable, c'est là que les choses se corsent, deviennent plus compliquées. Les citoyens d'une communauté, d'après ce que j'ai appris, sont dits engagés quand ils parviennent à jouer un rôle efficace dans le processus de prise de décision pour le développement de leur communauté et le bien-être de sa population. C'est-à-dire que ces citoyens sont impliqués dans l'identification des besoins de développement, sont impliqués dans la recherche de solutions, sont impliqués dans l'établissement des priorités et plans d'action, sont impliqués dans la recherche de ressources pour la mise en œuvre et aussi sont impliqués dans la mise en œuvre et l'atteinte des résultats concrets, aussi enfin dans l'évaluation participative des réalisations et de l'impact des actions de développement. Pour le cas spécifique de l'Afrique, la recherche des solutions au développement s'est longtemps résumée dans la lutte contre la pauvreté. Quand plus de la moitié des populations africaines gagnent moins d'1,5 € par jour. Ça, c'est la Banque mondiale qui l'a dit en 2005. Et ça va de pire en pire. La pauvreté, voilà une raison suffisante pour s'engager. Voilà une raison suffisante pour s'engager. Et le film de M. Cantwell, le proviseur, l'a montré tout à l'heure, tout ce qu'ils ont essayé de faire dans cette partie de la corne de l'Afrique pour faire avancer les choses. La pauvreté est une énorme tragédie qui ruine la vie de beaucoup de gens à travers le monde et plus particulièrement en Afrique. Et quand vous regardez ces vagues d'immigrés aujourd'hui, qu'on appelle les immigrés du désespoir, qui prennent des pirogues au large des côtes entre Dakar et Casamance, et dont la plupart meurent avant d'atteindre les côtes espagnoles. Quand on regarde cela, on est émerveillé. On a peur de ce que l'Afrique est en train de vivre en matière de pauvreté et d'insécurité. L'immense tragédie de la pauvreté se manifeste par la mise en danger de vies humaines, des bonheurs étouffés, des génies et créativités détruites, des libertés éradiquées. Celui qui a dit ça s'appelle Amartya Sen, prix Nobel de l'économie 1998-99.
Et face à cette tragédie, l'engagement citoyen peut être un moyen très efficace de la recherche et la sécurisation de solutions à ces problèmes profonds d'impuissance et de non-liberté. Les divers efforts à travers l'engagement citoyen visent d'abord à améliorer le pouvoir des plus démunis, variant de la poursuite de la prise en compte des femmes dans les politiques de développement local, les campagnes de sensibilisation contre les pires formes de travail des enfants, par exemple en Afrique. Et beaucoup d'études ont attesté de la capacité de l'engagement citoyen à apporter des solutions aux efforts organisés à travers un partenariat fécond. Par exemple, le partenariat entre l'ARDF et Val de Reuil. Et à poser des actes concrets de développement. En Afrique, on sait, pas seulement en Afrique, mais à travers même l'évolution des actions de développement en Afrique, la conception même de ce qu'est la pauvreté a beaucoup évolué. On sait que dans les années 70, en Afrique et dans le monde, on mesurait le niveau de pauvreté par le niveau de revenu uniquement. À l'époque, on disait « est pauvre celui qui ne peut pas avoir plus d'$1 par jour ». Dans les années 80, on s'est rendu compte qu'il y avait, en plus de cette dimension économique de la pauvreté, il y avait une dimension sociale. La dimension sociale est que on peut avoir des revenus, on peut avoir de l'argent, mais quand on n'a pas accès à l'eau, quand on n'a pas accès à l'éducation, quand on n'a pas accès à la santé, on est pauvre. Et tout à l'heure, le président Khan nous a dit que la première priorité de la RDF était l'accès à l'eau. L'association s'est battue avec ses moyens et ses partenaires pour mettre en place un forage. Un forage, un château d'eau d'une capacité de 250 mètres cubes qui alimente un village et qui peut alimenter d'autres villages voisins de Dadjali jusqu'à 15 km. Et ça, c'est une réalisation assez importante. Et pour montrer que l'engagement citoyen peut aussi faire face à la dimension sociale de la pauvreté. La dimension sociale de la pauvreté, c'est le manque d'accès aux infrastructures de base. Quand on n'a pas accès à l'éducation, on est toujours pauvre, même si on a le revenu. Et cette conception de la pauvreté sociale a été plus développée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement, PNUD, dans les années 80, et de la dimension purement économique de considérer la pauvreté comme absence de revenus, on est passé à un autre indice de mesure de développement équitable, à l'époque qu'on appelait l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, qui prenait en compte cette dimension sociale de la pauvreté, intégrait dans sa formule le niveau de scolarisation, intégrait dans sa formule l'alphabétisation, intégrait dans sa formule l'espérance vie à la naissance. Donc quand on regardait finalement les rapports du PNUD à la fin des années 80, on voyait qu'il y avait des pays qu'on classait par le PIB à l'époque, pour dire que les pays les plus pauvres étaient les pays PIB per capita les plus faibles. Et finalement, quand on a introduit cette notion d'éducation, d'espérance à la vie, d'espérance de vie à la naissance, qui essayait d'intégrer la santé, le cadre de vie, l'hygiène dans le développement, la courbe s'est inversée. Il y a des pays, par exemple, des pays de Moyen-Orient, qui lorsqu'on prenait uniquement le revenu, le PIB, étaient classés premiers, parce que c'était des pays pétroliers qui avaient beaucoup de ressources.
et qui avait beaucoup de revenus, et le PIB rapporté à la population montrait une grande richesse. Mais quand on introduisait la dimension de développement humain, ce pays se retrouvait au milieu du tableau, et à la tête de développement, on avait toujours la France, le Canada, et certains pays européens, qui en plus d'avoir revenu aussi, avaient intégré depuis des décennies la dimension sociale du développement. Et il y a des pays quand même qui, malgré qu'on ait introduit cette nouvelle dimension, n'ont pas changé de classement. C'est les pays de 80% africains. Qu'on classe en utilisant le PIB ou qu'on classe en intégrant le développement humain, et ils sont toujours pauvres. Et depuis les années 90, la recherche a creusé, l'expérience de terrain a montré d'autres résultats. Et on s'est rendu compte que la dimension économique et la dimension sociale uniquement ne suffisaient pas à mesurer le niveau de pauvreté. Alors il y avait une dimension politique à intégrer. Et la dimension politique, c'est la capacité des communautés, des citoyens à la base, à participer au processus de planification et de mise en œuvre des programmes de développement. Parce que si vous avez la richesse, si vous avez l'économie, et vous avez les infrastructures, mais ceux qui planifient ne vous consultent pas, d'autres planifient à votre place, ils peuvent vous choisir de très mauvaises solutions. C'est pourquoi on avait découvert que les communautés les plus pauvres étaient les communautés les moins associées au processus de planification. Et c'est ça qui a introduit, dans la mesure de la pauvreté, la dimension politique. Il faut associer, il faut qu'il y ait des citoyens qui s'engagent, qui participent au processus de développement pour assurer une meilleure lutte contre la pauvreté. Et vers la fin des années 90, on s'est rendu compte que ces trois dimensions ne suffisent pas en Afrique. Il y avait la dimension économique, la dimension sociale, politique, mais il y avait une autre dimension qu'on a introduite qui s'appelait la gouvernance, la bonne gouvernance. Parce que même si on planifie bien, mais la façon de gérer les ressources n'a pas changé, et qu'on continue toujours à demander des commissions sur des programmes d'infrastructure, et c'est ça qui nous retardait. Et vous savez que souvent en Afrique, on copie, mais on copie mal. Et il y avait une anecdote qui nous racontait que les ministres des Travaux publics francophones s'étaient réunis à Paris pour discuter des infrastructures en Afrique. Et le ministre français, donc, qui était hôte de cette grande réunion internationale, à la fin des assises, avait invité ses homologues africains et autres continents à venir visiter sa maison et prendre un déjeuner. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé une très belle villa, vraiment, qui, pour eux, était au-dessus des moyens du ministre. Et il y a un ministre africain qui a posé la question, il a dit, monsieur le ministre, compte tenu du niveau de revenus que vous avez, comment avez-vous pu construire une villa aussi belle? Et le ministre français lui répond, ça c'est une question très pertinente. Allons au premier étage, je vais te donner la réponse. Et quand ils sont arrivés au premier étage, il a dit, regarde cette belle autoroute. Et le ministre africain a regardé, il y avait une autoroute 6 voies, très belle. Et le ministre français lui a dit, les 10%, c'était pour moi. Est-ce que tu as compris? Il a dit, j'ai bien compris. Et l'année suivante, ils sont partis en Afrique. Un ministre africain a hébergé la conférence. Et à la fin de la conférence, il leur a invité à la maison. Mais lui, il n'avait pas une villa, il avait un palais d'Ali Baba. Il y avait tout là-dedans. Et le ministre français a dit, tiens, il s'est rappelé de la question qu'on lui avait posée l'année passée. Il a dit, mon cher ami, moi aussi, à mon tour. Ils sont tellement taquins, il a dit, je vais te poser une question. Où est-ce que tu as pris tout cet argent pour construire cette route? Pour construire cette maison? Et le ministre africain lui a dit, allons au 3e étage, je vais te montrer.
Et quand ils sont montés là-bas, il a dit, regarde cette belle autoroute. Mais il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait que du sable. Il a dit, mais quelle autoroute? Il a dit, tu as tout compris. Ça veut dire que le ministre africain a pris les 100%. Et ça, c'est la gouvernance est une dimension extrêmement importante. La mauvaise gouvernance induit et renforce la pauvreté. Et je crois que un des rôles des citoyens qui s'engagent, des associations, c'est de tenir les gestionnaires des ressources, les pouvoirs publics comptables, mais aussi d'être comptables. Je vais y revenir dans la dernière partie de cette présentation. Alors, de plus en plus, on progresse, on a eu cette dimension économique, on a découvert qu'il y avait une dimension sociale, on a ajouté plus tard une dimension politique, et enfin on a vu qu'il y avait une dimension de gestion qu'on appelle la gouvernance qui est essentielle pour lutter contre la pauvreté. On a retrouvé qu'il y avait une cinquième dimension qu'on appelle la protective security. La protective security, c'est en fait la réduction de la vulnérabilité à la pauvreté. C'est très important. La protective security, je vais vous donner un exemple. J'ai servi dans les années 99, 98, 99 dans la région nord du Sénégal, dans une ville qu'on appelle Ndioum. Et à l'époque, on avait des gros éleveurs il y avait un éleveur qui avait 1000 têtes de bétail. Est-ce qu'il est pauvre? Apparemment non. Et il était président de communauté rurale. Donc il avait la dimension politique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une pluie diluvienne en janvier, ce qui est très rare au Sénégal. À l'époque, on parlait de changement climatique. Je crois qu'il y a quelques nuages qui se sont échappés de l'Hexagone et qui sont venus tomber à Podor. Et le monsieur a perdu ses 1000 têtes un jour. On a découvert qu'il n'avait pas de compte bancaire, qu'il n'avait aucun autre investissement, il n'avait que ces 1000 têtes qu'il poursuivait. Et ça, la vulnérabilité à la pauvreté. La vulnérabilité, c'est votre capacité à être résilient, à ne pas changer d'étape assez vite. L'éducation que les associations, les organisations citoyennes véhiculent pour informer les populations de l'importance des caisses de crédit épargne, de l'importance de diversification des activités. Quand on fait de l'agriculture au Sénégal, on essaie toujours de montrer aux producteurs, aux paysans, qu'il faut diversifier les activités. Qu'il ne faut plus considérer l'agriculture et travailler uniquement au niveau de la production, mais il faut mouvoir dans les chaînes de valeur. C'est extrêmement important. Et c'est la cinquième dimension. Et ainsi, quand on regarde de près ce que l'ARDF a fait à Dandiali, on peut voir sans conteste que c'est une association qui a touché toutes les dimensions de la lutte contre la pauvreté. Je reviendrai vers la fin pour dire peut-être qu'il faudrait renforcer les activités au niveau de la dernière dimension qu'on appelle protective security. Aujourd'hui, nous avons de l'eau, nous avons l'électricité et la santé, mais il faut renforcer l'aide aux populations dans la diversification de leurs activités génératrices de revenus. Il faut faire des activités qui pourront créer des emplois pour les jeunes, pour les fixer dans les terroirs, pour éviter qu'ils migrent vers Dakar et plus tard qu'ils soient tentés par l'idée de prendre les pirogues ou bien de venir en France, de venir sans papier. Ça, c'est un autre combat qu'il faut mener. Lorsqu'on m'a envoyé l'invitation, on m'avait dit que je devais parler plus une heure. J'ai dit non, il faut réduire. Il faut être plus concret. C'est vrai, c'est une déformation professionnelle.
Mais j'ai essayé de prendre les outils de développement que j'utilise le plus souvent. Et il y a un outil que j'aime bien, qu'on appelle SWOT Analysis, qui essaie pour toute entité ou concept, quand on est en face, qu'on veut agir, qu'on veut avancer, on applique cet outil. J'essaie d'appliquer cet outil à l'engagement citoyen, pour voir d'abord, faire une analyse externe, une analyse interne, dégager les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, pour enfin essayer de découvrir quels sont les facteurs clés de succès qui peuvent nous faire allier mieux l'engagement citoyen au développement équitable. Parmi les forces, c'est-à-dire les facteurs internes positifs de l'engagement citoyen, parmi ces forces, on peut citer la solidarité communautaire, l'entraide, ce que les Français, qui sont, pour moi, qui sont d'un esprit assez intelligent, beaucoup trop intelligent, nous disent d'appeler le capital social. Le capital social est un des éléments positifs de l'engagement citoyen. Je suis en France, je travaille, je suis immigré, je gagne de l'argent, j'économise l'argent et j'envoie au village pour les aider. Je suis venu du Fouta, je travaille en France, j'ai une double culture. En quittant le village, je suis assez armé parce que je viens d'une société extrêmement pauvre, mais qui a des valeurs, qui m'a instruit, qui m'a inculqué la responsabilité et le patriotisme, la solidarité. Je viens en France, je travaille. J'apprends la rigueur. Parce qu'ici, quand on vous dit qu'il faut travailler à l'usine, il faut venir à 8 heures, on vient à 8 heures. À 8 heures 1 minute, on ferme les portes. Quand on dit qu'on arrête à 18 heures, c'est à 18 heures, c'est pas à 18 heures 1 minute. Alors que chez nous, le plus souvent, on ne sait pas. On va au ministère pour trouver des agents qui devaient être là à 8 heures, ils arrivent à 10 heures. Et de 10 heures à midi, ils appellent au téléphone. Et à partir de midi, ils vont au resto. J'ai visité quelques pays africains. Il y a un pays où vraiment, ça m'a beaucoup amusé. Ils ont à l'intérieur des ministères des gargotes où ils font la viande grillée, qu'on appelle chez nous dibiterie ou bien chin-chin. Et les fonctionnaires quittent leur bureau à 9 heures pour venir là-bas, prendre le café, la viande grillée jusqu'à 14 heures. Et ils rentrent au bureau. Et je dis que vivre en France, c'est un atout. On apprend la rigueur, le cartésianisme. Si on ajoute à cela les valeurs qu'on a apportées au départ de vie sociale et de solidarité, on devient un instrument très puissant pour le développement. Et ça, ce sont ces instruments-là. Et je dis que nous, autres qui sommes restés de l'autre côté, en Afrique, nous devons beaucoup apprendre d'eux, en matière d'engagement. Et une autre force de l'engagement citoyen, c'est la capacité de mobilisation. L'amour du terroir et des proches, c'est extrêmement important. La capacité de mobilisation. Par exemple, aujourd'hui, quelque chose se passe au village. On a besoin de 6 000 euros. Le président prend le téléphone, appelle quelques volontés, immédiatement réunit 6 000 euros et envoie au village. C'est la capacité de mobilisation. C'est très positif pour l'engagement citoyen. Parce qu'on est ensemble, on se réunit, on discute, on connaît les problèmes, on échange de façon réciproque, on est plus à même de contribuer ensemble pour faire avancer les choses. L'autre aspect positif, c'est la communalisation des efforts et la participation au développement local. Et je suis bien placé pour le savoir parce que M. Khan qui est là à côté de moi, souvent nous appelle et nous dit, mais vous qui êtes en Afrique, qui étiez à l'école,
et vous travaillez dans des organisations de développement, pourquoi vous ne pouvez pas écrire des projets pour le village? Et nous, ici en France, on a la chance d'avoir les partenaires et nous présentons les projets aux partenaires. Faites des efforts quand même. Et c'est pour cela, je dis, que souvent, en m'adressant à mes amis, je dis qu'on nous envoie des leçons. On nous apprend à bien nous engager pour nos communautés. Et c'est un levier extrêmement important pour nous. Nous pouvons identifier les besoins prioritaires, mais nous avons de l'autre côté, dans l'Hexagone, des gens assez engagés, des citoyens assez évolués, qui peuvent nous permettre à rechercher des ressources pour mettre en œuvre nos actions de développement. Il y a quand même des aspects internes négatifs à l'engagement citoyen qu'on devra adresser. Une des premières faiblesses en général, c'est les capacités techniques. C'est pour cela, quand tout à l'heure, professeur Ndiaye a parlé de l'éducation, j'étais très content. Parce que l'engagement citoyen a besoin d'une capacité technique, d'une intelligence, d'une connaissance pour être plus efficace, pour identifier les vrais problèmes. Pour adresser les vrais problèmes, nous avons besoin d'un certain niveau de connaissance. C'est pourquoi j'encourage les associations dans le cadre des partenariats qu'ils ont en France avec les mairies, de demander plus de renforcement des capacités pour profiter de la connaissance et de l'expérience de ces collectivités locales et de ces acteurs pour renforcer à leur tour leur capacité d'agir dans nos terroirs. Deuxième faiblesse en général, les ressources financières sont limitées. Non pas limitées du point de vue de notre capacité de les mobiliser, mais limitées en face des besoins qui nous attendent. C'est pour cela que nous avons véritablement besoin de renforcer ce que M. Ball a appelé tantôt la communication stratégique, pour développer plus de partenariats, pour avoir plus de capacité de lever des fonds et adresser nos problèmes de développement. L'autre faiblesse en général, c'est ce qu'on appelle le détournement d'objectifs. Le détournement d'objectifs, ça se passe en Afrique. Mais souvent, c'est les associations qui vont vers les pays du Golfe, qui demandent des financements pour faire des écoles souvent coraniques ou bien des écoles d'arabisants, qui lèvent beaucoup de ressources et qui viennent dans nos pays, qui font autre chose, qui construisent de belles villas à Dakar, sur la bande de la Petite Côte. Et ça, c'est un détournement d'objectifs. Et c'est une chose à combattre. Comment? Par l'information citoyenne. L'information citoyenne, l'engagement dans l'information, les sites web, les réseaux sociaux peuvent nous permettre de dénoncer ces pratiques. L'autre faiblesse, c'est l'accaparement du pouvoir de décision par un groupe d'élite. Vous savez, en Afrique, on a des traditions de chefferie. On a des traditions qui font que l'engagement citoyen, certains peuvent l'utiliser pour s'accaparer du pouvoir. Et c'est très important, quand on est engagé dans ces associations-là, de développer ce qu'on appelle la démocratie interne. Parce que la démocratie interne renforce la confiance des membres et renforce la capacité de mobiliser les forces sociales autour des actions de progrès. L'autre faiblesse, c'est la résistance au changement. La résistance au changement. On a des pratiques dans nos sociétés. Beaucoup de facteurs de pauvreté, quand on fait l'analyse, ont des explications liées à des pratiques. La ponctualité. Combien de fois nous avons travaillé avec des collectivités européennes, avec des collectivités d'autres continents? Pourquoi n'avons-nous pas appris à mieux respecter la ponctualité? Par exemple,
L'efficacité, c'est extrêmement important. On entend nos gouvernements faire beaucoup d'investissements, mais souvent, il y a des problèmes d'efficience et d'efficacité. Je crois que l'engagement citoyen doit nous aider à l'intérieur même de nos propres organisations à renforcer ces qualités-là. Surtout des citoyens engagés qui ont vécu longtemps en Europe et qui ont pu acquérir des attitudes et des habitudes qui peuvent nous aider localement à changer les choses. J'ai essayé de faire une analyse qu'on appelle une analyse de l'engagement citoyen, une analyse externe et de voir quelles sont les choses positives à l'externe. Ce qu'on appelle les opportunités. Une opportunité est le partenariat fécond pour la mobilisation des ressources. Par exemple, quand on est positionné, vous savez que les organisations que j'ai citées tantôt, les 5 organisations développées par Anne Deyeux, c'est des organisations souvent qui ne souffrent pas des frontières, qui ont des capacités de déploiement énormes et qui peuvent atteindre des localités qu'on ne peut imaginer. Par exemple, ARDF aujourd'hui a une grande capacité de partenariat en Europe. C'est un facteur, c'est une opportunité qu'au niveau local, nous pouvons renforcer pour mieux en profiter. Il y a aussi une opportunité, c'est les capacités techniques et intellectuelles qui existent. Vous savez que les associations, quand on regarde la vallée du fleuve Sénégal, les associations sont battues assez tôt pour implanter des écoles françaises. Et M. Kane est issu d'une famille où il y a eu des grands précurseurs qui se sont battus au début des années 60 pour implanter, pour forcer l'implantation des écoles dans nos localités malgré des résistances sociales. Et ces écoles-là ont développé une expertise. Et tout à l'heure, M. Ngam Takine disait qu'on a des docteurs ici. Nous avons Abdoulaye Ndiaye, on a des docteurs, on a des avocats. Et ça, c'est une opportunité. Nos associations ne doivent plus avoir le complexe d'utiliser l'expertise locale pour renforcer la qualité des actions que nous menons sur le terrain. Il faut que les deux se rencontrent. Il faut que ceux qui ont la capacité technique là-bas comprennent et acceptent le leadership des associations d'ici et que les associations d'ici acceptent de prendre en compte leurs idées pour qu'on fasse avancer les choses ensemble. Il ne faut plus qu'on se mette à se battre autour de thèmes ou bien d'idées dépassées. L'autre aspect qu'on peut appeler une opportunité, c'est la capitalisation des bonnes pratiques et la réplication de ces pratiques pour faire des économies d'échelle. Quand on a fait une chose positive, on a vu qu'il y a des techniques, par exemple agricoles, qu'on expérimente ici, qui peuvent nous aider en matière d'irrigation. On peut les répliquer dans la vallée et faire avancer les choses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les menaces pour un engagement citoyen. Quelles sont les menaces? La politisation des organisations citoyennes. La politisation. Ça, c'est une menace. Parce que lorsqu'on est une association, même si on peut travailler ensemble autour des idées qui nous sont communes, nous devons prendre garde. Parce que surtout en Afrique, quand on commence à politiser l'engagement citoyen, ça peut produire des résultats très dangereux. Le manque de démocratie interne, j'en ai parlé, ou bien de démocratie même interne, par exemple, il y a des États où les législations, les réformes en place ne peuvent pas permettre le développement de l'engagement citoyen. Nous devons réfléchir ensemble pour adresser ces problèmes. Et souvent aussi, en Afrique, il y a l'absence de politique régionale claire. On peut avoir des associations de développement au niveau des pays, mais quand on commence à aller au niveau régional, par exemple de la CEDEAO, comment fusionner ces associations pour avoir une meilleure force?
ça pose problème parce qu'il y a une absence. Le cadre législatif au niveau régional ne se prête pas beaucoup au regroupement de ces associations-là. Donc ça, c'est des choses que nous devons attaquer, réformer pour renforcer l'engagement citoyen. Et cette analyse-là m'a permis d'aboutir à ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès parmi lesquels renforcer l'engagement individuel par un meilleur renforcement des capacités des citoyens, renforcer le cadre de planification, de mise en œuvre des actions de développement, renforcer la qualité et la durabilité des actions de développement pour une amélioration, par une amélioration des systèmes de suivi et évaluation, et renforcer la veille stratégique, la communication, l'information, c'est extrêmement important. Renforcer aussi et élargir les partenariats. J'avoue que l'analyse est beaucoup plus détaillée que je l'ai résumé, mais je peux, Monsieur le Président, vous donner le document. Et nous pouvons continuer à échanger sur ces aspects. Je vous remercie, messieurs et madame. Merci, Monsieur Abderrahmane Ba.